Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission à l'heure de Pékin, nous allons évoquer aujourd'hui le sommet UE-Chine qui s'ouvre ce 7 décembre en Chine. Il s'agira du premier sommet Union européenne-Chine organisé en présentiel depuis 2019. Et pour en parler, nous avons en ligne notre correspondant de Chang Wei-Chang depuis Beijing, journaliste à CGTN français. Bonjour, Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. je vais bien et surtout en cet hiver, je suis ravie de pouvoir participer dans cette discussion Oui, sur des enjeux géopolitiques, sur des relations diplomatiques internationales entre la Chine et l'Europe et bien évidemment aussi avec l'Afrique. oui, voilà. Déjà, quand on lit l'affiche de ce sommet, on dit que ce sommet sera l'occasion de dialoguer au plus haut niveau avec la Chine et d'entretenir des relations constructives et stables entre l'Union européenne et la Chine. Est-ce le seul enjeu de ce sommet ou, selon vous, il y a beaucoup d'autres choses qui sont sur la table? Beaucoup ont été apportés puisqu'il s'agit du 24e sommet des dirigeants Chine-Union européenne, hein, qui s'est déroulé le 7 décembre. C'est une réunion qui revêt une grande importance parce qu'elle coïncide aussi avec le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Union européenne, ainsi que le 25e anniversaire de la création du mécanisme de réunion des dirigeants entre la Chine et l'Union européenne. Et là-dessus, cette fois-ci, on a vu que ça a été très riche. Le président chinois Xi Jinping a souligné que la modernisation à la chinoise et l'intégration européenne sont des choix stratégiques que la Chine et l'Europe ont fait en vue de leur avenir respectif. Il a davantage appelé à coopérer la Chine et les pays européens dans le cadre multilatéral, par exemple dans le cadre multilatéral des Nations Unies, du G20, et aussi de s'opposer à la confrontation entre blocs. Et en même temps, de l'autre côté, du côté de l'Union européenne, il y a les deux représentants, Charles Michel et Madame von der Leyen, qui ont déclaré que l'Union européenne et la Chine sont des deux grandes puissances mondiales et que la coopération entre les deux parties sont mutuellement bénéfiques. Et donc l'Europe attache une grande importance à sa relation avec la Chine et aussi l'Europe se réjouit des résultats de dialogue de haut niveau entre l'Europe et la Chine. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que ça a été fructueux et c'était très positif pour des Européens. L'Union européenne continuerait, selon eux, de suivre la politique de une seule Chine. Oui. L'Europe est disposée à renforcer la communication avec la Chine sur les questions de désaccord dans un esprit de respect mutuel, d'ouverture et de franchise. Voilà, ce sont de très bonnes signes qui ont été donnés. Et surtout, c'est très important aussi de souligner que cette fois-ci, on voit qu'il y a une interdépendance qui existe entre la Chine et l'Union européenne, puisque non seulement que les deux côtés sont bénéfiques l'un et l'autre, et aussi en même temps, on remarque que, en effet, par exemple, du côté de la Chine, depuis un mois, la politique chinoise a déjà été mise en place d'exemption de visa unilatéral pour l'entrée en Chine des ressortissants de 6 pays, dont la France et l'Allemagne, à partir du 1er décembre. Ça veut dire que les Français et les Allemands, ils peuvent, à partir du 1er décembre, venir en Chine sans visa pour 15 jours, que ce soit pour le but de tourisme ou pour le but de business. Voilà, ils peuvent rester en Chine pendant 15 jours pour voilà, toutes sortes d'activités. C'est un bon signe de la part de la Chine que la Chine essaye de montrer ce côté d'ouverture, ce côté de, de optimisme face à la relation sino-européenne. Après, le réchauffement des relations sino-européennes est aussi le résultat de la continuité des fondamentaux des relations bilatérales et des efforts conjoints des deux parties. Donc, par exemple, si vous regardez le plus près, il ne semble pas y avoir de conflit stratégique entre la Chine et l'Europe. Les relations économiques et commerciales bilatérales sont devenues très étroites au fil de plus de 40 ans. Et donc, les deux parties étant mutuellement les deuxièmes plus grands partenaires commerciaux, hein. Et d'ailleurs, la Chine et l'Europe se complètent mutuellement en termes de capitaux, de technologie, d'innovation, de marché, et elles ont depuis longtemps formé une interdépendance dans la chaîne de production. Et d'ailleurs, euh,
on peut dire que là, au cours de l'année 2022, à partir surtout le deuxième semestre de l'année dernière, on a vu des signes positifs de la part de la Chine. Par exemple, la Chine a continué à promouvoir l'ouverture, à réduire la liste négative pour les investissements étrangers en dehors de la zone de libre-échange et aussi à introduire les 24 mesures politiques visant aussi à attirer davantage d'investissements étrangers. Donc voilà, ce sont les initiatives qui ont été prises par la Chine et l'Europe, de son côté, son économie a progressivement émergé des tensions stratégiques provoquées par le conflit russo-ukrainien et aussi des pressions américaines. Bien sûr, on dit que l'Europe, à l'époque, a adopté une perspective plus réaliste sur les relations sino-européennes. Et d'ailleurs, ce qui est aussi important, c'est de voir la complémentarité qui existe entre l'Union européenne et la Chine, puisque du côté de la Chine, le développement de la Chine dépend à la fois de son marché intérieur et aussi du marché international, et donc de le rôle de l'Union européenne en tant que le deuxième partenaire commercial et aussi le principal investisseur et aussi source de technologie. Donc pour la Chine, c'est irremplaçable. Et puis de l'autre part, l'Europe a aussi besoin de la Chine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'Europe est confrontée à des défis économiques du jamais vu, notamment la pression de l'inflation. On peut penser aussi au ralentissement des exportations et le ralentissement de l'économie des grandes puissances. Selon les perspectives économiques de l'automne 2023 de l'Union européenne, en effet, la croissance du PIB de l'Union européenne de l'année 2023 devrait être seulement 0,6%. Voilà, donc c'est une contraction. Et en même temps, si on regarde de plus près, par exemple si on prend le cas de l'Allemagne, qui était autrefois le moteur de l'économie européenne, eh bien maintenant on prévoit une contraction de l'économie allemande. Donc en fait, le manque de dynamisme économique est devenu une préoccupation majeure pour l'Europe et bien sûr pour l'Union européenne et ses États membres. Et donc le renforcement de la coopération avec la Chine pourrait donner une nouvelle opportunité, une possibilité d'ouverture de l'économie pour ces pays européens. Et de plus, l'amélioration des relations sino-européennes répond en même temps aux besoins politiques de l'Union européenne. Par exemple, les États-Unis ont été traditionnellement alliés traditionnels de l'Europe, mais nous avons quand même constaté que les États-Unis ont adopté l'année dernière, par exemple, la loi sur la réduction de l'inflation, ce qui a fait réaliser en effet de nombreux Européens que l'unilatéralisme américain n'était pas fiable, que ce soit en termes de finances, en termes d'économie, et de plus aussi, par exemple, si on parle du récent conflit entre Israël et la Palestine, eh bien, le parti pris américain en faveur d'Israël et aussi des sanctions qui ont attisé le feu sur place ont fait susciter le mécontentement et aussi les inquiétudes de la part de l'Europe. Donc maintenant, ça sera peut-être une bonne idée que l'Europe puisse trouver une autre voie, une voie autre que cette voie traditionnelle. Et par exemple, ça peut être une amélioration des relations avec la Chine, ça peut être une voie viable et rationnelle pour le développement de l'Union européenne. Voilà. Donc, ça veut dire que les questions qui fâchent habituellement sont mises de côté. Les restrictions par exemple, les restrictions autour de la 5G, autour du déploiement de la 5G chinoise en Europe, ou les questions du moment, le conflit au Proche-Orient, le conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Comment ces questions si polémiques et si difficiles seront tranchées ou du moins discutées entre les deux partenaires? Ben, c'est une très bonne question, c'est-à-dire où est-ce que la Chine va pouvoir trouver sa place Oui, avec l'Europe et oui, aussi pareillement pour l'Europe, comment trouver la bonne place en face à la Chine, face oui, au développement rapide de la Chine. Après, il faut quand même souligner que dans le domaine de la gouvernance économique internationale, la Chine et l'Europe partagent un intérêt commun dans la oui, préservation du multilatéralisme, en particulier dans, par exemple, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et aussi oui, la réforme du Fonds monétaire international. mm, Donc, sur les questions, d'ailleurs, tu as mentionné tout à l'heure les mm, questions de 5G. oui, En même temps, il n'y a pas uniquement, là, quand on parle de 5G, on parle aussi des coopérations d'infrastructures. oui, Il n'y a pas
uniquement ce côté infrastructure qui attire l'attention en particulier. Il y a aussi d'autres sujets qui préoccupent en ce moment à la fois l'Europe et la Chine. Il peut y avoir les changements climatiques, la prévention des maladies infectieuses. Ouais. Donc, la Chine et l'Europe ont une forte volonté de coopérer sur ces domaines-là, sur le développement vert. On rappelle, par exemple, entre la Chine et le Luxembourg, il y a beaucoup de coopération sur la finance verte entre la Chine et la France, beaucoup d'engagements qui ont été signés sur l'engagement et aussi l'accord de Paris pour mieux protéger le climat. Donc les deux parties, on peut dire entre la Chine et l'Europe, ont découvert de nouvelles opportunités de croissance de la coopération. L'économie circulaire, la finance verte, comme j'ai tout à l'heure mentionné, entre la Chine et le Luxembourg. Et donc, voilà, ce qu'on essaye de trouver, peut-être d'un point de vue d'une journaliste, c'est que la Chine essaye de trouver des voies, de trouver des terrains d'entente avec l'Europe. Ouais. Par exemple, là, entre la Chine et l'Europe, si les deux pays vont bien s'entendre, eh ben, ça va être apporter une grande contribution pour la paix et la stabilité régionale et internationale, et aussi pour la reprise de développement économique mondial. Et d'ailleurs, il faut le dire qu'il ne s'agit pas uniquement le développement sur le continent Eurasie, c'est aussi, ça concerne d'autres pays comme des pays africains. Si on prend l'exemple du port en eau profonde au Cameroun, le port de Kribi, de Kribi au Cameroun. Voilà, donc en fait, si on regarde bien les participants dans la construction de ce port, vous avez un constructeur chinois qui est le China Harbour Engineering Company Limited, donc en tant que contractant général. Et puis, il a formé, par exemple, une entreprise commune avec la France, avec le Cameroun, pour exploiter conjointement le terminal à conteneurs, une fois le projet terminé. Donc, ce port, une fois terminé, ce port en eau profonde, a comblé le vide des opérations de transport, surtout les transports de conteneurs au Cameroun. Donc là, c'est un exemple vif d'une possible coopération et qui a déjà été réalisée entre 3 pays, c'est-à-dire la coopération entre la Chine et l'Europe dans un pays tiers. Et pareil, par exemple, si on prend le cas entre la Chine et l'Allemagne, c'est les entreprises allemandes sont souvent connues pour leur rigueur et ils hésitent souvent à se lancer dans des marchés qui sont à haut risque, où ils ne sont pas très certains de l'avenir. Donc là, restent très prudents jusqu'à aujourd'hui en privilégiant souvent des risques d'investissement face aux énormes opportunités de marché. Et en même du côté de la Chine, elle dispose des moyens de financement plus souples, plus diversifiés, et aussi elle a une plus grande capacité d'assumer le risque de la part de la Chine, et aussi un avantage en termes de coût de main-d'œuvre. Donc là, on voit qu'il y a un terrain d'entente où il y a une possibilité de coopération, c'est-à-dire que l'Allemagne, il est très connu pour sa capacité d'innovation, pour son éducation professionnelle, très connu pour l'énergie renouvelable, l'énergie durable, très connu pour les technologies d'ingénierie avancées. Et du côté de la Chine, c'est comme j'ai cité, a beaucoup d'avantages dans les coûts de main-d'œuvre, beaucoup d'avantages dans les facilités de financement. Donc là, on peut dire que la collaboration, il peut y avoir des collaborations entre les deux. La Chine et l'Allemagne dans un pays africain, et non seulement ça va pouvoir attirer les deux pays, mais surtout ça attirera davantage d'entrepreneurs des deux pays pour venir en Afrique. Donc finalement, ça va pouvoir bénéficier tout le monde. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen de créer un projet pour que ce soit bénéficiaire pour tout le monde, entre la Chine et un pays européen, ou plusieurs pays européens, dans un pays, par exemple un pays africain, ça peut être le Bénin, de trouver des convergences, de convergence. Voilà, finalement, c'est la croissance qu'on cherche, que ce soit pour la Chine ou pour l'Europe ou pour l'Afrique. Donc voilà mon point de vue, mon observation de cette volonté de la Chine d'aller vers, d'être plus ouverte vers le marché européen et aussi d'être plus ouverte vers le marché des opportunités d'investissement à l'échelle internationale et surtout en Afrique.
Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette question. Merci, Jean Chang, pour cette description des enjeux de cette rencontre que nous allons suivre. Nous allons être attentifs aux conclusions de ce 24e sommet UE-Chine et nous peut-être aurons l'opportunité de discuter des conclusions ou des décisions qui en seront issues. Merci beaucoup, Jean Chang, pour ces précisions. Merci, à la prochaine. Merci à vous et à très bientôt. Ok, attends, attends, je dois peut-être